Alors bon, comme vous le savez, les missions de la filière sont multiples. Missions de coordination, missions de prise en charge, missions d'expertise, missions d'enseignement et de formation et missions de recherche. Celle qui nous intéresse pour les livrets, c'est la mission de prise en charge. Et celle-ci, elle peut être médicale, elle peut être sociale, mais surtout ce qu'on nous demande, c'est d'évoluer vers une prise en charge qui va être personnalisée et qui va être participative. Alors, on doit faire cette prise en charge pour le patient, mais parfois il est un petit peu petit, donc on s'adresse aux parents ou on s'adresse au patient lui-même pour la majorité d'entre vous dans la salle pour les médecins d'adultes. Et notre idée ou ambition, on va dire, est plutôt de rendre le médecin acteur et formateur lui-même et de pouvoir ensuite répandre la parole et peut-être aussi nous apprendre des choses. Alors donc, on va essayer de former une équipe et c'est là qu'on rejoint la mission d'enseignement et de formation entre le médecin et le patient qui est devenu expert ou patient formateur. Et c'est ce duo qui va permettre d'avancer. Il y a plusieurs façons d'avancer. Les entretiens qu'on a en one-to-one avec le patient, bien évidemment, ça c'est pas nouveau. Les journées, comme aujourd'hui, mais aussi les journées des associations. Les livrets d'information, c'est ce qui va nous intéresser là. Les réseaux sociaux, l'éducation thérapeutique, l'action des associations, l'action des réseaux sociaux, les webinaires, et puis encore énormément de possibilités pour communiquer ou informer. Alors, si je vous présente l'équipe de production des livrets d'information, elle est multiple et c'est pour ça qu'on essaye de produire des livrets qui vont être pérennes. Elle associe des auteurs, donc des médecins pédiatres, médecins adultes, biologistes, diététiciens, psychologues, conseillers en génétique, illustratrices. Dans les relecteurs, il y a les parents, les associations de patients qui vont nous dire quand c'est pas bien écrit, quand c'est pas bien compréhensible, quand c'est trop détaillé ou pas assez détaillé. Les médecins généralistes, l'équipe opérationnelle de Respifil qui nous aide énormément et le comité directeur de Respifil qui valide le tout. On peut, avec les livrets, aborder une maladie. C'est ce qu'on a fait pour l'hyperplasie des cellules neuroendocrines. On peut aborder un groupe de maladies, comme par exemple les maladies du surfactant. Mais on peut aussi aborder une problématique en particulier. Pour certaines pathologies de l'enfant, on a des problématiques d'alimentation, de nutrition. Ou alors aborder des problématiques peut-être plus scientifiques comme le test génétique, l'expliquer tout au long du process du test. Alors je vais vous présenter rapidement deux livrets. Le livret sur les maladies du surfactant. Il faut savoir qu'il n'est pas que pédiatrique, vous pouvez l'utiliser chez l'adulte aussi, même si les dessins sont parfois pédiatriques, mais quand même c'est un bon outil pour utiliser chez les patients que vous récupérez chez l'adulte. Alors voilà à quoi ça ressemble, je n'ai pas mis toutes les pages. Il y a des pages qui sont des pages de généralité sur comment on respire, à quoi ça sert de respirer, quels sont les organes qui sont mis en jeu quand on respire et les différentes structures anatomiques. Et puis ensuite, on va un petit peu plus loin dans la maladie, donc on va aller voir ce que c'est que le surfactant pulmonaire. C'est expliqué, je pense, dans des termes compréhensibles. Ensuite, on va sur la maladie en question, donc les maladies du surfactant pulmonaire. Quelle est la problématique spécifique pour cette maladie-là ? Les traitements qui sont proposés, les différentes prises en charge. On ne va pas aller dire pour tel patient, il faut mettre telle chose, etc. Mais c'est juste un panorama de ce qui est disponible. Et ensuite, on rentre dans la génétique, puisque pour ces maladies-là, c'est d'origine génétique. Et on a des premières informations sur la génétique, mais vous verrez après qu'il y a un livret qui est plus détaillé sur la génétique. Parmi les pages de génétique, il y a ces deux pages qui sont, j'ai appelé des pages socles, enfin je ne sais pas comment il faut les appeler, mais en tout cas on peut les retrouver dans différents livrets. Elles ont été faites une bonne fois pour toutes et l'idée c'est de les reproduire à chaque fois qu'on parle d'une maladie génétique et bien entendu dans le livret de génétique. Donc un schéma pour les transmissions autosomiques dominantes et un schéma pour les transmissions autosomiques récessives. Et puis, vous avez une petite page de conclusion. Ça vous permet aussi de résumer avec le patient. Et puis, bien sûr, chaque centre peut mettre son tampon, ses coordonnées. Et puis, il y a les coordonnées générales de la filière.
Un deuxième livret dont je voulais vous parler, c'est le livret sur le test génétique. Nous-mêmes, on est parfois en difficulté pour l'expliquer, donc ça aide d'avoir un support pour donner beaucoup d'informations sur ce qui va se passer sur le plan génétique. Alors, qu'est-ce que c'est que la génétique? Donc là, on repart très très en arrière dans nos cours de bio, mais ça fait franchement pas de mal. Et comme tout à l'heure pour les PNDS, c'est pas inutile pour nous aussi de relire ces pages-là. Qui ont été faites par les généticiens, relues et réexpliquées par l'ensemble des auteurs afin que ce soit compréhensible vraiment par tous. Donc ensuite, on part du gène, on va jusqu'à la protéine, puis jusqu'à la maladie génétique. D'où viennent les mutations? Toujours nos pages socles sur les transmissions que vous allez retrouver à chaque fois quasiment dans chaque livret. Et puis, comment ça va se passer pour le patient? Qu'est-ce que c'est qu'une consultation de conseil génétique avec des mémos? Qu'est-ce que vous devez prendre avec vous? Qu'est-ce qui est utile pour le médecin ce jour-là pour ne pas arriver les mains vides? Genre, ah non, je ne sais pas, j'ai oublié de demander à ma sœur, je reviendrai vers vous, etc. Donc, ça permet d'améliorer la consultation de conseil génétique et que le patient arrive avec un maximum de renseignements. Idéalement même, certains arrivent déjà avec des arbres généalogiques beaucoup plus beaux que ce que nous pouvons faire. Et puis des fiches pratiques. On parle de tests génétiques, mais dans l'imaginaire, qu'est-ce que c'est qu'un test génétique? On vous fait une prise de sang et puis finalement, qu'est-ce que ça devient? Donc ça, c'est expliqué avec l'utilité du test et puis comment il est processé jusqu'au rendu du résultat. Comment on rend un résultat génétique? Pourquoi parfois on n'en a pas de résultat? Est-ce que c'est définitif? Est-ce que ça ne l'est pas? Et puis, comment le patient peut en parler aux membres de sa famille? Comment les membres de la famille peuvent joindre les médecins, même s'ils ne sont pas dans la même ville? Et puis, comment ils peuvent participer, s'ils le souhaitent, à faire progresser la recherche sur la maladie dont est atteinte leur famille? Enfin, il y a un espace de forum, le mot de la psychologue. Ça induit aussi l'idée que vous avez la possibilité de rencontrer la psychologue. Et puis, foire aux questions, c'était les questions qui revenaient le plus souvent. Alors, il faut savoir qu'on n'est pas les seuls, heureusement, à faire des livrets. Il y en a pas mal à l'étranger. Il y en a sur la nutrition aussi. Celui sur le surfactant a été traduit en anglais, donc celui-ci est disponible aussi à l'international. Il y a le livret de la dyskinésie ciliaire qui est disponible en anglais. Et puis, il y a les associations qui font un gros boulot pour faire des livrets aussi, qui sont très complémentaires des livrets qui peuvent être produits par l'équipe médicale et paramédicale. Donc, l'association DCP qui a produit un livret, l'AFPI qui a produit un livret. Il y a les livrets de Sparadrap et puis des livrets en anglais, par exemple, sur l'association des pneumopathies interstitielles de l'enfant. Alors que finalement, c'est très bien, mais c'est comme le PNDS, comment est-ce qu'on le donne, comment est-ce qu'on s'en sert? Déjà, moi, je m'en sers en tout cas comme guide pour la consultation d'annonces. C'est beaucoup plus facile d'avoir le livret avec soi, de le feuilleter ensemble, de le lire ensemble, ça vous permet de rien oublier déjà, et puis de pouvoir le laisser ensuite au patient qui va peut-être prendre des notes dessus. Donc ça vous fait un support. Ça vous évite que ça ressemble à ça et que vous essayez vainement de dessiner quelque chose d'incompréhensible et le patient repart avec sa petite feuille toute griffonnée. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus acceptable. Ça vous évite de bafouiller et de plus vous souvenir comment on explique le test génétique et comment je transmets, que je ne transmets pas. Et alors ma croix, c'est la mutation, etc. Bon, on a tous fait ça et ce n'est pas toujours très, très facile de s'en sortir. Ça reste entre les mains du patient, donc ça permet d'être un référentiel pour le patient, pour le parent et puis pour les enfants quand ils sont en âge de le lire avec vous. Et puis, c'est un outil de communication pour la famille aussi. Récemment, une famille m'a demandé d'en avoir plusieurs pour pouvoir distribuer à leur famille de façon à pouvoir mieux expliquer la maladie. Alors, ils sont facilement, on peut les retrouver facilement. Ils sont disponibles bien sûr sur le site de Respifil. Il y en a 5 qui sont désormais disponibles, qui sont listés ici. Et puis, il y a un livret hypertension pulmonaire qui est disponible aussi, mais pas encore en ligne, ça ne va pas tarder. Et puis, sur ce QR code, vous arrivez sur la page de Respifil où vous pouvez le retrouver si vous voulez le prendre.
Bien sûr, vous avez besoin de les donner en version papier, c'est beaucoup plus pratique pour les gens. Si vous n'en avez pas dans les centres, je crois que ça a été vraiment distribué largement, mais si vous n'en avez pas, vous n'hésitez surtout pas à envoyer un mail à la filière, et puis ils vous envoient. Et vous pouvez aussi en prendre tout à l'heure dans la salle où on déjeune. Il y en a qui sont à disposition. Donc voilà, maintenant que vous avez hyper envie d'en faire un, vous aussi, dans la maladie dont vous êtes expert, n'hésitez plus. Les patients plébiscitent ces livrets, ils nous aident beaucoup à les faire. Et quand on fait des questionnaires, notamment de qualité de vie, ce qui manque, c'est toujours l'information. Donc plus on fait des documents d'information, et mieux c'est. C'est une super occasion de faire travailler avec un petit groupe de travail sur une maladie ou sur une problématique. Vous apprenez des patients et c'est eux qui vous disent finalement comment il faut parler de la maladie. Donc ça aide beaucoup pour les patients suivants. La filière vous mâche complètement le travail, franchement, sur le plan de l'élaboration du livret. Vous n'avez rien à faire. Et puis, vous aurez plein de beaux dessins pour vos futures consultations. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nadia. C'est vraiment un travail très important, je pense, pour effectivement comme support d'information. Je pense que toutes les présentations, enfin la tienne et puis les précédentes, soulignent quand même des points qui sont importants. Je pense c'est celui de la diffusion de ces informations et celui de leur actualisation. Et est-ce que le support papier reste aujourd'hui le meilleur support, à la fois pour la diffusion, parce que je ne suis pas sûr que tous les centres de compétences aient, et beaucoup, comme tu le soulignais, c'est eux qui vont faire l'annonce quand même, hein, souvent, et ils peuvent, voilà. Donc, est-ce qu'ils ont ce support-là? Je ne suis pas sûr. Et pour l'actualisation, est-ce que le support numérique ne serait pas celui qui permet la plus grande plasticité pour ce type d'approche? Si, non, tu as complètement raison. En tout cas, pour les réactualisations, c'est évidemment plus facile, plus accessible pour tout le monde. Hein. Il suffit de donner un lien et puis, ou un QR code et puis tout le monde y a accès. Après, les gens apprécient d'avoir un papier entre les mains et d'avoir une brochure entre les mains, de pouvoir éventuellement la feuilleter. Donc, je pense que ça reste quand même encore complémentaire. Je crois que la filière n'en a pas édité des tonnes. Tu me corrigeras, Céline, si je me trompe. Nous, on les édite à peu près 200 par 200. Sauf certains où d'emblée on nous en a demandé 500, donc on a fait 500 tirages. Donc c'est pas du tout un coût qui est assumé par les centres de compétences qui n'ont pas de budget. C'est vraiment, voilà, vous faites l'adresse générique respifilfrance@php.fr, vous nous demandez 40 exemplaires du tel, 10 de l'autre, et nous on vous fait les packages et on vous envoie ce qu'il faut. Donc c'est vraiment à la demande. On n'envoie pas non plus tout venant parce que vous êtes beaucoup de centres et s'il n'y a pas d'usage, ça sert un peu en effet à rien. Et après, oui, à chaque fois qu'on fait une mise à jour, en tout cas numérique, elle est mise tout de suite sur le site internet. Et après, quand on réimprime une nouvelle édition, ça suit la dernière version. Donc, par expérience, dès qu'on met un document comme ça à la consultation, dans la semaine, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, si on les rend disponibles, immédiatement ils sont utilisés, prélevés, ramenés à la maison par les patients. C'est extrêmement utile, y compris celle pour les enfants. Hein. Oui. Ils ont des enfants, nos patients. Moi, je voulais rebondir, Nadia, et puis tout à l'heure par rapport à la présentation aussi du professeur Cotin, l'importance des PNDS et de la synthèse, parce que vous avez beaucoup parlé en fait des médecins généralistes, mais nous en pédiatrie, quand on met nos enfants en collectivité, on se retrouve aussi face à des médecins scolaires, des infirmières scolaires, et on est en difficulté de pouvoir expliquer la pathologie de nos enfants, et notamment ce problème aussi d'insuffisance respiratoire qui va être lié au sport, parce qu'ils vont être mélangés avec d'autres enfants qui n'ont pas de soucis pulmonaires. Et quand ils sont petits, ils ne savent pas dire aux profs de sport. Et maintenant, même en primaire, ils font du sport. Et sur ce sujet de synthèse, je pense que ce serait vraiment très bien de pouvoir en fait l'établir sur de nombreuses pathologies pour que les parents aient un support quand ils se retrouvent face en fait aux enseignants.
C'est vraiment un problème récurrent. J'ai beaucoup de parents en fait, qui me posent la question, mais est-ce que je dois informer l'école? Comment je leur en parle? Et puis, ils ont peur aussi qu'on exclue leur enfant. Quand l'enfant grandit et qu'il est après au collège, l'enfant veut faire un peu comme les autres pour ne pas être exclu non plus. Il a un peu honte de sa pathologie. Et avoir des documents comme ça, du coup, ça officialise vraiment la maladie avec un discours qui est cohérent. Oui, l'information de l'école, elle reste bien sûr à la discrétion des familles. Il y en a qui, comme vous le dites, vont vouloir communiquer et d'autres pas. Mais c'est vrai qu'on pourrait donner plus les 2 pages de synthèse des PNDS aux familles aussi. Je pense que toutes les familles n'ont pas l'information que ça existe déjà. Et nous-mêmes, on ne le fait pas suffisamment. Je pense de donner ces pages de PNDS, donner les livrets, peut-être même en plusieurs exemplaires, enfin faire cet effort-là pour que ça puisse être diffusé ensuite. C'est vrai que c'est plus parlant qu'un PAI pour l'école, clairement. Une autre brève question avant qu'on enchaîne? Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Nadia, en tout cas.